le lancement d'un vieux projet longtemps concocté par le président de la République pour faire de la République démocratique du Congo une puissance énergétique capable de booster le développement économique et social, non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Afrique. C'est donc dans ces cadres que fut créée au niveau de la présidence de la République l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga ADPI en sigle, structure dont la gestion a été confiée à M. Bruno Kapandi Kanala, chargé de mission du chef de l'État. Nous nous sommes ainsi proposés de recevoir aujourd'hui ce dernier, c'est-à-dire M. Bruno Kapandi, afin de pénétrer davantage ces projets, en déterrer l'opportunité, le contenu, la faisabilité, le financement, bref, sa raison d'être. Merci donc d'être là, M. Bruno Kapandi. Au nom de tous les téléspectateurs de la RTNC, nous vous disons donc bonsoir et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pilotez donc un projet tout à fait vaste, mais aussi très important en ce qui concerne le développement énergétique dans la République démocratique du Congo. Mais une première préoccupation que d'aucuns se posent, c'est celle de savoir est-ce qu'il existe dans ces pays d'abord une politique énergétique. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous avons l'impression que les choses ne marchent pas, l'industrialisation, l'éclairage, bref, tout ce qui nécessite l'énergie électrique. Est-ce qu'il existe une véritable politique énergétique? Merci beaucoup, monsieur le directeur Kabamba. Je veux d'abord vous remercier pour l'invitation que vous m'avez adressée. Merci. À peine hier soir, j'ai répondu tout de suite de me mettre à votre disposition, en fait, à la disposition du peuple congolais. Merci. Qui est propriétaire du projet Inga 3, initié par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Très bonne question à l'entrée. Existe-t-il une politique énergétique en RDC? Je vous répondrai tout de suite oui. Cette politique se résume en 6 lettres. Les 3 premières lettres, c'est VIP. Vous savez comment on dit VIP? VIP? Oui. Ça signifie quoi? VIP en anglais. Ça veut dire quoi? Very excusez personne. Ah, maintenant nous allons changer. Ici, VIP veut tout simplement dire V comme vision, deuxième V comme view, diagnostic, troisième V comme valeur, objectif, I comme influence, c'est en anglais aussi. Ça veut dire mode d'action, stratégie. Et P des projets qui sont planifiés, qui sont programmés. Et ça ne suffit pas. Lorsqu'on a un programme d'action, il faut l'exécuter. On l'exécute avec des chiffres. C'est ça qu'on appelle le budget. Donc le budget, c'est la 4e lettre, B, qui signifie budget, c'est-à-dire l'expression chiffrée du programme d'action. Et il y a le C, 5e lettre, C. Ça veut dire comptabiliser, comptabilité. Il faut comptabiliser tout ce que vous avez budgétisé. Ça veut aussi dire aussi contrôle. Il y a la dernière lettre, R. C'est le résultat. C'est sur base de ces 6 lettres qu'a été conçue la politique énergétique de notre pays. Cette politique existe depuis quand? Elle existe depuis longtemps, mais moi je l'ai connue et structurée en 2012 lorsque le président de la République me fait l'honneur de me nommer ministre de l'énergie. C'est à cette époque que nous avons publié un document qui s'appelle Politique énergétique de la RDC, qui a été adopté par le gouvernement.
sur lesquels sont basées toutes les actions qui sont menées. Alors, en bref, on ne va pas vraiment s'étendre. S'étendre là-dessus. Oui. Donc, cette politique existe. Que contient cette politique? D'abord, la vision du chef de l'État, quand il a dit on va faire de la RDC une puissance énergétique et environnementale. Mais aussi dans la Constitution, à l'article 4, il est écrit tout Congolais a droit à l'électricité, à l'eau potable et à l'habitat décent. C'est déjà une vision. Et il y a un diagnostic. Diagnostic sur le plan potentiel. On a plus de 100 000 MW pour ne parler que de l'hydroélectricité. Plus de 100 000 MW, dont aujourd'hui on dit 44 000 MW sont logés à Inga. Mais nous avons des études récentes qui parlent même de 50 000 MW à Inga. On en parlera. Et puis, il y a les objectifs. Les objectifs qui ont été fixés en 2012 étaient de doubler le taux de desserte, surtout de la population, à l'électricité, qui était à l'époque de 8%, doublé à 19% en fin 2016-2017. Il y a eu aussi une stratégie. Comment on va le faire? Ce qui a été décidé, c'est de libéraliser le secteur de l'électricité pour attirer les investisseurs privés à venir investir dans le secteur, mais aussi pour faciliter la production. En pratique, ça, cette libéralisation, elle est en pratique. La preuve est que Inga 3 va se faire conformément à cette loi. Ok, bientôt alors. Bientôt. Et puis, elle est aussi en pratique, parce que si vous allez en province, il y a beaucoup aujourd'hui de micro-centrales, de centrales moyennes qui sont réalisées par des privés. C'est sur base de cette loi-là. Okay. On ne va pas aller dans les détails, mais il y a surtout la stratégie qui consistait à déterminer les axes de cette politique. C'est-à-dire, quels sont les clients qui seraient visés? Premier client, ce sont les villes et les populations des villes et les industries des villes. Pour ça, réhabiliter ce qui existe, construire de nouvelles infrastructures, surtout de moyenne puissance pour ces villes-là. Deuxièmement, deuxième client, c'est le client qui était souvent abandonné à l'époque, ignoré. C'est-à-dire la population rurale. La population rurale a été prise en compte. Dans ce que le président de la République, c'est lui qui a donné ce nom-là, le programme du village moderne, c'est-à-dire construire des microcentrales avec cette électricité, donner l'eau et puis donner l'électricité dans les maisons, tout ça pour permettre aux populations d'avoir accès aux services qu'offre la présence de l'électricité. C'est très important ce programme. Troisième client visé, c'est l'industrie. Notre pays est sous-industrialisé, sous-simplement parce qu'en grande partie, par manque d'énergie. Effectivement. Ouais. Quatrième client, nous avons un potentiel énergétique, il faut le vendre. C'est l'exportation. Il faut qu'on gagne de l'argent avec l'exportation de cette énergie et permettre ainsi la diversification de notre économie. Voilà, en résumé, ce que je peux dire de cette politique qui existe, qui est en train d'être mise en œuvre au travers de la loi qui gère le secteur de l'électricité, la loi sur l'électricité. Voilà, merci beaucoup pour cette synthèse en ce qui concerne la politique énergétique. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de Inga 3, en plus de Inga 1, Inga 2, mais ça veut faire quoi Inga 3 quand on sait que les deux premiers, c'est-à-dire 1 et 2, sont en difficulté par manque de financement et qui nécessitent une cure de jouvence, mais vous passez déjà à la troisième étape, c'est-à-dire troisième Inga. Qu'est-ce que ça veut faire quoi encore? C'est ça le mérite du président Kabila, la vision. Il faut avoir une vision, il faut rêver. Ce n'est pas seulement pour le pays, mais même pour les individus, pour les couples, pour les sociétés, il faut avoir une vision. Pourquoi Inga 3 alors qu'il y a Inga 1 et Inga 2 qui sont, comme vous l'avez dit, en difficulté, qui produisent moins d'énergie que ce qu'elles auraient pu permettre. Le programme de réhabilitation des centrales Inga 1 et Inga 2 se poursuit. Il est en cours. Il est avec l'assistance de la Banque mondiale, de la BAD et même des clients qui participent aux réhabilitations de certaines centrales. Pourquoi Inga 3? Au jour d'aujourd'hui,
rien que le déficit, c'est-à-dire par rapport aux installations existantes, il manque de l'électricité ici à Kinshasa c'est entre 400 et 500 MW. C'est ça qu'on appelle le déficit. Au bas Congo, on est aux alentours de 200 à 250. Mais à Lubumba, au Katanga, chez les miniers, ils ont un déficit aujourd'hui de 3000 MW. C'est-à-dire par rapport à leur capacité de production, ils ne peuvent pas augmenter la production de cuivre, de cobalt, tout ça, parce qu'il manque de l'électricité, 3000 MW. Chez la population, c'est pareil. D'abord, c'est pour cette raison, pour éliminer ce déficit. Deuxièmement, je vous ai parlé d'industrialisation. Notre pays ne peut pas se contenter de parler d'industrialisation sans lui apporter le moyen qui est le premier moyen, qui est donc l'électricité. Et troisièmement, quatrièmement, comme je le disais, il y a des pays africains qui sont en difficulté aujourd'hui. Il y a un déficit important en Afrique australe, difficulté, plutôt déficit énergétique et une demande importante en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, je vous dis que nous sommes même attendus sur le marché international d'énergie où nous sommes en train de préparer l'interconnexion avec le monde entier. À partir d'Inga, plus les autres centrales qui existent. On va y arriver avec Inga 3. Pardon? On va y arriver avec Inga 3. Pas seulement avec Inga 3. Je vous ai dit qu'il y a un potentiel de 42 000, même 50 000 MW. On va y arriver progressivement. Mais on commence avec Inga 3 qui est la première phase du projet Grand Inga. Pourquoi ce projet? Je vous ai dit, c'est pour éliminer le déficit, éliminer le déficit de délestage, donner de l'électricité pour l'industrie du pays, pour l'amélioration des conditions de vie des populations au travers de l'électricité et des services qui vont s'en suivre, et aussi de vendre le surplus à d'autres pays pour que nous ayons un peu plus d'argent que maintenant. Alors, monsieur le chargé d'émission Benoît Kapandi, bon, Inga 1, Inga 2 et bientôt 3, peut-être physiquement, il faut situer à l'intention des téléspectateurs à quel endroit exactement est-ce en amont ou bien en aval de Inga 1 et Inga 2 que sera installé Inga 3. Oui, peut-être, voilà, heureusement, il y a une plage. Merci beaucoup. Ouais. Quand on parle de Inga 1 et Inga 2, c'est ça c'est Inga 1, oui, avec une capacité de 351 MW. Cette centrale a été mise en service en 1972. Et puis, il y a un canal là-bas qui a Inga 2 avec une puissance de 1474 MW. Elle a été mise en service en 1982. Mais depuis 1982 jusqu'à présent, rien n'a été fait. Rien. Entre-temps, vous le vivez à Kinshasa, c'est le délestage. Mais aussi, nous le vivons dans tout le pays parce qu'il n'y a pas moyen de construire de nouvelles usines, de nouvelles industries par manque d'électricité. D'où la recherche d'opportunités, de stratégies pour construire Inga 3. En fait, Inga 3 fait partie de 6 centrales à construire à partir d'un barrage qui sera érigé à cet endroit-là. Mais comment? Inga 3. Commençons par le commencement. Inga 3 veut dire, c'est la première phase de Grand Inga, comme je disais. Grand Inga, c'est tout ceci. À partir de Inga 3. À partir de Inga 3. On commence à partir de Inga 3 jusqu'à Inga 8. On a des 3, 4, on aura Inga 3, Inga 4, ouais. Inga 5, Inga 6, Inga 7 et Inga 8. Ça, ce sont les études que nous avons aujourd'hui. Peut-être que d'autres, parce qu'on continue à y travailler, on pourra aller jusqu'à Inga 9, Inga 10. Alors, Inga 3, c'est quoi? Pour Grand Inga. On va barrer le fleuve ici, à cette hauteur-là. Aujourd'hui, ce fleuve fonctionne comme ça. Il y a la vallée ici, Kokolo. C'est là où on a aménagé, on a mis de l'eau et on a équipé avec un barrage Inga 1, Inga 2. Mais pour Inga 3, on va barrer le fleuve ici. Et on va remplir, ceci c'est une vallée naturelle.
Je précise bien, c'est une vallée naturelle. Dieu a lui-même préparé cette vallée. Et on va aménager cette vallée et on va la remplir de l'eau. C'est ça qu'on appelle le bassin de retenue, si vous voulez. On va commencer par équiper, et puis on construit le deuxième. Ça, c'est le premier barrage. Le deuxième. C'est un barrage unique, hein, de 1600 mètres, 1 km 600, et puis de hauteur de 245 mètres. Unique. Et on va commencer par l'équiper avec Inga 3. C'est ça, Inga 3, qui va produire, aujourd'hui nous connaissons les chiffres définitifs, c'est 11 050 mégawatts. C'est la première phase de Grand Inga. Voilà, et tout cela, M. Bruno, a été confié à l'EDPI, c'est-à-dire à l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga. En fait, c'est quoi d'abord votre agence, l'ADPI? On n'en parle pas beaucoup. Je sais que c'est une structure, comme je disais tout à l'heure, qui est rattachée au niveau de la présidente de la République. Mais l'ADPI que vous gérez depuis bientôt, je crois, 2 ans, si je ne me trompe pas. 3 ans déjà, merci beaucoup. Mais c'est quoi? Quelles sont ces missions qui lui sont confiées? Est-ce seulement pour la gestion de tous ces travaux et la mise en route de tous ces travaux? La gestion du projet Inga 3 a évolué. On a commencé avec une cellule de gestion de Inga 3 qui relevait du ministère de l'Énergie jusqu'en 2015. En 2015, le chef de l'État a pris une ordonnance rattachant ce service, le transformant en agence pour la promotion et le développement du projet Grand Inga. Et le 9 janvier de cette année, il a pris une deuxième ordonnance qui transforme le service présidentiel de ADPI, qui est ADPI, à un organisme public autonome. Ce n'est pas un service du cabinet du chef de l'État, c'est un organisme public, étatique, avec une gestion autonome, financière et administrative. Okay. Il est composé de structures qui existent sur la direction générale et puis le conseil stratégique. Mais il est placé sous l'autorité directe du chef de l'État. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le projet Inga et Grand Inga lui-même est très très complexe. Il est même combattu. Mais il faut quelqu'un qui le porte, qui en fasse la promotion. La personne la mieux indiquée, c'est le chef de l'État. Ailleurs aussi, ça se fait la même chose. Si vous allez en Éthiopie, ils construisent aujourd'hui la plus grande centrale africaine, qui est la centrale de la Renaissance. Le responsable de cette centrale qui dirige cette organisation est attaché directement auprès du Premier ministre. Il a même rang de ministre, il est même ministre d'État. En Égypte, le canal de Suez, depuis le commencement du deuxième canal jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui gère ce canal-là, relève directement de l'autorité du président Sisi. C'est à cause du caractère très très stratégique et complexe de ce projet, et surtout dans ce qui nous concerne, pour sa promotion, qu'il est rattaché à ce niveau-là, au niveau du premier d'entre nous. La Société nationale de l'électricité ne sera pas jalouse? La société... Celle qui, depuis longtemps, gère les phases 1, les phases 1 et 2. Vous posez là une très bonne question. La Société nationale d'électricité, c'est elle la bénéficiaire de Inga 3. Et c'est elle qui est sur l'énergie, qui sera, on parlera de la répartition de l'énergie, c'est elle qui va recevoir l'énergie d'Inga et donner aux populations et aux entreprises. Ah, c'est la SNEL qui va commercialiser. Ah oui, pour la partie nationale, c'est la SNEL. Mais elle va recevoir de la société qui va gérer le projet.
parce que vous m'avez posé la question sur l'ADP, je parle d'ADP. ADP a pour mission, promouvoir et développer le projet Grand Inga. C'est une tâche énorme. Deuxièmement, signer pour le compte de l'État les contrats de concession et d'autres contrats liés à l'utilisation, à l'exploitation du site d'Inga. Troisièmement, c'est servir de guichet unique. Vous savez qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ce projet. Au lieu d'être dispersés un peu partout, il y a un guichet unique au sein d'ADP. C'est là la porte d'entrée et la porte de sortie pour tout ce qui concerne le projet Grand Inga. Quatrièmement, c'est la gestion quotidienne, courante de l'organisme. Où est-ce que vous allez trouver l'argent? D'abord, ça se chiffre à combien pour Inga 3? Où est-ce que vous allez trouver l'argent aujourd'hui? Ok. On réfléchit à cela depuis plusieurs années. Il ne faut pas oublier que le président Kabila a lancé le projet. Sans argent, vous ne ferez rien. On ne fera rien. Je sais que c'est des projets qui s'évaluent en termes de milliards. Non. Le projet, le président Kabila l'a initié déjà vers les années de 2010, mais en 2011, il est devenu une réalité avec l'assistance de la Banque africaine de développement qui a financé des études d'identification, des études de préfaisabilité et les études de faisabilité. Voilà. Déjà à cette époque-là, 2011. En 2013, nous recevons le rapport de cette étude. Ce rapport d'étude a pris en compte les aspects techniques, les aspects commerciaux, les aspects managériaux, les aspects financiers. Puis vous posez la question, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Heureusement que nous avons une loi qui régule, qui gère la politique énergétique dont je vous ai parlé dans notre pays, la loi sur l'électricité. Cette loi nous donne l'opportunité de choisir soit une concession, soit une autorisation, soit ce qu'on appelle couramment partenariat public-privé. Et l'option qui a été prise, qui existe, qui évolue aujourd'hui, c'est de réaliser Inga en mode BOT avec une concession. En mode BOT. Qui signifie Build, Operate, Transfer. C'est en anglais. Oui, c'est en anglais. Ça veut dire construire, exploiter et remettre. Okay. Ce qui va arriver, c'est que nous allons signer nous allons donner une concession aux sociétés qui vont apporter leur argent, qui vont construire les infrastructures de production, de transport, et qui vont exploiter cette centrale. Et ces sociétés, vous les avez déjà? Oui, nous les avons, c'est pour ça qu'on a signé. Et qui vont, à la fin de la concession, nous remettre toutes ces infrastructures. Les infrastructures de production, les barrages dont j'ai parlé, tout ça, ça appartiendra au peuple congolais. Aujourd'hui encore, ça appartient toujours au peuple congolais parce que la concession ne leur donne pas la propriété. La loi l'interdit. La loi dit que nous garderons toujours la propriété. Mais après leur concession, ils vont nous remettre des infrastructures. Nous allons commencer à les gérer nous-mêmes ou nous pouvons encore donner à d'autres bons gestionnaires. Donc, où est-ce qu'on va trouver l'argent? C'est une très très bonne question. C'est pour ça que l'agence existe. C'est pour ça que l'agence est dirigée par le président de la République lui-même. Le projet Inga, on l'appelle pharaonique. On l'appelle éléphant blanc. Éléphantesque. Donc tous les qualificatifs pour le rejeter, pour l'abandonner, pour le nuire existent. Mais il faut convaincre les gens à venir qui apportent leur argent, comme je vous ai dit, ils apportent leur argent. Il faut d'abord c'est combien là? C'est combien? Bon, Inga 3 coûtera rien que la production. 13 milliards, point 9. 13 milliards. 13 milliards, point 9. Et alors les bailleurs de fonds? Écoutez, depuis les bailleurs de fonds, ils étaient nombreux au départ.
Parce qu'il y a eu les études de faisabilité. À partir de ces études, nous avons élaboré le cahier de charges, ce qu'on appelle le dossier d'appel d'offres. Et je signale que nous ne le faisons pas seuls. Nous sommes assistés sur le plan financier par la Banque africaine de développement. Sur le plan technique, financier et commercial par un groupement de cabinets. Techniques, ça est comme EDF, qui sont des grands cabinets américano-français. Et sur le plan juridique, c'est le cabinet ORIC, c'est un cabinet connu mondialement, qui assiste beaucoup de pays et de sociétés, et plus la banque Lazare Frères. Vous connaissez cette banque, c'est pas n'importe quelle banque. Et nous avons aussi EDF et Tractebel. C'est eux qui nous accompagnent sur le financement de la Banque africaine de développement. Bien. Ceux qui vont apporter le financement, ils apportent sous quelle forme? Nous leur avons dit, c'est sous la forme BOT. On va vous donner une concession. Et nous avons élaboré avec l'assistance de ce cabinet le dossier d'appel d'offres que nous avons lancé au monde entier. Depuis quand même, depuis combien de temps? On a lancé en 2016. 2016. Et ils étaient plusieurs, une dizaine. Les autres, quand ils ont su le prix et puis aussi le contexte dans lequel se trouvent d'autres pays, parce que quand vous lisez, vous ouvrez Facebook, ce que les Congolais, nous-mêmes, nous écrivons sur notre pays, ça n'attire pas les... Ça décourage. Ça décourage. Et c'est nous, les Congolais, qui écrivons. Mais enfin, Dieu merci, 3 sont restés en liste. Et des grands? Des normes. Mondialement connus? Plus que mondialement connus. Ce sont SNC Lavalin, du côté canadien, Cobra Access et Air Power du côté espagnol, et du côté chinois, les 5 plus grandes sociétés ou groupements électriques du monde, parmi lesquels vous avez Trois Gorges Group, Gezuba, State Grid, Power China, où vous avez, ce sont des groupements avec plusieurs autres branches, où vous avez sinon Hydro dedans. Qui ont un passé bien connu en matière de construction, de production d'énergie. Quand vous parlez de Trois Gorges à n'importe qui, personne n'ignore. C'est le premier groupe qui construit les centrales hydroélectriques. Vous allez en Chine, les 5 premières centrales qui ont au-delà de 10 000 MW sont construites par Trois Gorges. Je ne fais pas leur publicité ici, mais c'est pour vous dire quelles sont les entreprises qui sont là-dedans. Donc, SNC Lavalin s'est retiré à cause de sa situation vis-à-vis des banques, notamment Banque mondiale et Banque africaine. Les 2 autres sont restés en lice. Lorsqu'elles nous présentent en 2017 leur offre sur base du dossier d'appel d'offres que nous leur avons fourni, ce dossier d'appel d'offres, je dois préciser qu'avait 2 hypothèses. Première hypothèse, c'était de faire une centrale, ce qu'on appelait Inga 3 basse chute, avec 4800 MW. Deuxième hypothèse, là on ne barrait pas le fleuve. On prenait seulement un canal ici, et puis on remplit un peu d'eau sur la centrale. Mais deuxième hypothèse était de commencer directement à Grand Inga. Barrer le fleuve, remplir le bassin et construire un barrage. Et voilà. Et produire 11 000 MW. Aujourd'hui, les chiffres que nous connaissons exacts sont 11 050 MW. Les 2 candidats étaient concurrents parce que quand on parle d'appel d'offres, c'est concurrentiel. Et on ne donne pas. On n'a pas donné, on a lancé. Les 2 ont présenté leur offre. Une de 11 100, l'autre de 12 000, mais chacun a exprimé son intention de s'unir à l'autre au cas où il gagnait le marché, c'est-à-dire avec son concurrent. Ils se connaissaient au départ? Non. Mais ce sont des sociétés qui se connaissent dans le monde.
les grands se connaissent. Alors si je comprends bien, monsieur chargé de mission, les deux concurrents qui sont restés en liste vont se constituer en un seul consortium. Très bien. Oui. Nous leur avons demandé, de nous présenter un projet unique optimisé. 2, de nous exprimer concrètement, réellement, leur engagement à s'unir. 3, de nous donner le plan d'exécution de ce projet. 4, de nous donner le plan de financement de ce projet. Voilà ce que nous leur avons demandé au cours des temps, quand nous avons reçu leur offre, nous avons accepté et on leur a posé ces conditions. Et ils nous ont confirmé ça par une lettre commune. Et les négociations ont commencé. C'est donc China 3, comme vous dites, China Inga 3 et Pro Inga, c'est ça? Très bien. Le groupement espagnol, le groupement de sociétés espagnoles qu'on appelle consortium espagnol, s'est regroupé au nom de Pro Inga. Le groupement, le consortium chinois, oui, s'identifie sous le nom de China Inga 3. Alors, maintenant, nous leur avons demandé de se mettre ensemble. Je vous ai dit que ça a commencé depuis 2011. On arrive à 2018. Nous leur disons, voilà les échéances. La demande, le déficit ne fait que s'accroître. La population ne fait que se plaindre. Il n'y a pas d'électricité, taux de délestage. Les industries se peignent. Vous savez qu'aujourd'hui, on importe de l'électricité. Nous importons de Zambie, et puis on produit avec du gasoil, tout ça. Les entreprises, leur coût de production augmente. Et nous leur avons dit, présentez-nous une proposition sur le projet, sur le mode de financement et sur le délai d'exécution. Je dis oui, mais c'est depuis 2010 que nous dépensons de l'argent là-dedans. Nous n'avons aucune assurance que vous allez nous donner. Quelqu'un peut venir ici et dire, écoutez, non, on coupe avec vous. Nous signons au préalable un accord de développement. Ils voulaient même appeler contrat. Nous avons dit non. Ça va être un accord de développement exclusif. On vous donne l'exclusivité pendant la période où vous allez vous réunir pour former un seul consortium, où vous allez vous fixer sur le projet unique de 11 050 MW et vous allez répondre à ce que nous vous demandons. Mais ils ont jugé. Vous avez oublié. Mais on vous a vu signer. Oui, quel est le contenu exact de cet accord-là? Avant, il faut que je vous dise dans quelles conditions on a signé. On a signé parce qu'ils croient à la capacité des Congolais de respecter leur engagement. Deuxièmement, ils croient à la rentabilité de ce projet. Troisièmement, ils croient à l'existence de marché pour l'électricité. Mais nous avions un problème. C'est que, dès le départ, ils exigeaient ce qu'on appelle la loi Inga. Cette loi... Existait déjà? La loi, elle existe, mais elle n'est pas encore votée. Au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement. Elle est aujourd'hui au niveau du Parlement. Ils ont refusé de signer l'accord de développement exclusif si cette loi n'était pas signée. Il a fallu... C'est ça la capacité de promotion, de défense, de négociation, d'explication. Les gens croient que c'est simple. Il a fallu les convaincre pour qu'on signe et que leur dire, nous vous promettons, le Parlement votera bien cette loi, le président de la République la promulguera, elle sera là pour vous. Parce qu'ils ont pris connaissance de cette loi. Sur cette base-là, et sur la base aussi de notre comportement vis-à-vis d'eux, ils ont accepté que nous signions. L'accord que nous avons signé le 16 octobre en Conseil des ministres. En présence du Conseil des ministres, sous l'autorité du président de la République, qui est, n'oubliez pas, l'initiateur de ce projet.
Dites-moi, monsieur le chargé de mission, d'accord, mais il a été évalué quelle durée en ce qui concerne les travaux dans un premier temps? Ils vont nous préciser ça, mais nous savons, ils nous ont dit, les travaux vont durer entre 6 et 8 ans. La centrale, le 11 000 MW, il ne faut pas le produire d'un coup. Il va aller progressivement en fonction de la demande. Mais au bout de 6 ans, de grandes infrastructures, le barrage du fleuve ici, et puis le barrage là, seront terminés, plus l'aménagement de canal d'Amené et du bassin de l'été. Alors, mais si je comprends bien, le site que vous nous présentez, c'est un site habité, je sais que c'est dans le territoire des Loisirs, mais que deviendront toutes ces populations qui ont des champs sur leur terre là-bas? Je vais vous inviter, je vous invite à visiter le site d'Inga, là où sera le barrage. Cette zone est une zone aride. C'est-à-dire, d'abord, le sol est caillouté, on ne fait presque pas de l'agriculture. Deuxièmement, elle est très peu habitée. Troisièmement, elle n'a pas de forêt. Il y a une petite forêt que nous allons essayer de tout faire pour la garder en face, mais c'est vraiment une zone aride. Ça, c'est la première chose. Les populations qui habitent là-bas et qui seront affectées sont connues et comptées. On connaît les villages. Ils sont 36 000. C'est beaucoup. C'est rien par rapport au barrage de nature. Je vais vous dire, le barrage de Trois Gorges a une capacité de 26 000 MW. Le barrage de Grand Inga a une capacité de 42 000 MW. Chez nous, c'est 36 000. Trois Gorges, c'est 1 300 000. Vous voyez la comparaison? 1 300 000. Nous, c'est 36 000. Mais ces 36 000 ne seront pas jetés dans le lac, dans le fleuve. On va construire. Il faut les déplacer. Il faut les déplacer. Et les installer quelque part. Pas quelque part, dans des villes, dans une ville ou dans des villages modernes. C'est ce que le président appelle village moderne. Il va avoir l'électricité, il va avoir les écoles, il va avoir les dispensaires, il va avoir tous les services qu'on peut avoir quand on a l'électricité. Une compensation financière. Bien sûr, ils seront comment on dit, dédommagés. Mais on va en plus leur donner ce que je vous dis là. Ils vont avoir ça. Et puis sachez que le projet sera financé par ces privés. Et ces privés vont aller chercher l'argent soit auprès de leurs États, soit auprès des banques commerciales. Aucune banque, aucune, je vous dis, qu'elle soit publique ou privée, ne finance un projet sans études valables, crédibles, contrôlées par elle, les études d'impact environnementaux. Aucune. Donc c'est une condition. Quand les gens parlent, mais c'est une condition. Et on va le faire. Et puis ça existe. Toutes les études techniques, financières, commerciales, environnementales, tout ce que vous voulez, existent déjà. Mais elles existent pour un projet de 4 800. Or, nous sommes passés à 11 000. Il faut compléter ces études. Alors, mais le financement, il est remboursable. D'abord, il y a deux financements. Premier financement, c'est financer les études complémentaires pour le projet de 11 000. Ça fait par qui? Dans les accords, l'accord que nous avons signé. Les candidats, parce qu'ils sont encore candidats, se sont engagés à financer ces études-là. Ils vont les financer totalement et sans contrepartie de l'État congolais. C'est nouveau dans ce monde-là, c'est tout à fait nouveau. Vous pouvez demander partout, ça n'existe pas. C'est tout à fait nouveau, c'est encore la magie congolaise. C'est tout à fait nouveau.
Je ne vous raconterai pas comment on en est arrivé là-bas, mais c'est ça que nous avons signé et ils se sont engagés dans cet accord. Comme ça, on n'a pas à attendre, à traîner trop longtemps, à courir à gauche, à droite, chercher le financement ici, chercher des contreparties. Ils financent tout. Deuxième financement, je vous ai dit, on réalise le projet en mode BOT. C'est eux qui vont apporter les financements. Mais dans ce financement, nous allons aussi demander, puisque nous vous avons donné ça, vous avez gagné le marché, d'accord, vous avez la capacité de mobiliser les financements. Il faut aussi penser à nous. On va créer une société par action où les Congolais et le gouvernement congolais seront actionnaires. Et il estimé combien d'emplois à peu près là? Ce qui intéresse aussi la population dans un premier temps. Oui, ça va aller aussi graduellement. Hein. In fine, on sera à 10 000 emplois minimum, mais on pourra aller jusqu'à 20 000 par période, parce qu'il y a des emplois permanents, il y a des emplois temporaires, et puis ces emplois ne se passent pas seulement à Ying, ils vont se passer partout où vont passer les lignes. Il y a énormément d'emplois là-dedans. Monsieur Bruno, le problème c'est que dans notre pays, quand les investisseurs arrivent, tout se passe bien, et puis dans un premier pays, et puis par après ils disparaissent, puisque le code des investissements ne leur propose pas de facilités à même de les attirer à pouvoir continuer davantage. Est-ce qu'on a pensé à tout cela? Oui. Je vous ai dit qu'il y a une loi, qui est un projet de loi que le gouvernement a déjà adopté. Et le gouvernement l'a envoyé au Parlement. Le projet est au Parlement. Dans cette loi que nous avons montrée aux candidats, et nous avons discuté avec eux, il y a des garanties financières, il y a des garanties de sécurité financière, de sécurité diplomatique, de sécurité humaine, tout ça. C'est réglé dans cette loi. C'est pour ça qu'ils sont là. Deuxièmement, nous allons signer avec eux le contrat qu'on appelle la concession. Dans cette concession, on va discuter des meilleures conditions possibles qui leur permettent de se sentir en sécurité, qui leur permettent de contrôler leur financement et qui nous permet, nous aussi, de garder la propriété du site et de contrôler la gestion du projet. Alors, à un certain moment, on avait parlé du rôle, ou même ici, il y a quelques instants, vous parlez d'un rôle que pourrait jouer l'Afrique du Sud. Mais c'est à quel niveau exactement? Pour que le projet Ingatoire soit rentable, soit même pas rentable, trouve des financements, et ensuite soit rentable, la première condition, c'est le cadre légal. C'est la loi sur l'électricité, c'est la loi sur l'Inga. Deuxième condition, c'est l'acheteur. Il faut trouver un acheteur crédible, solvable, sur le plan international, sur le monde financier. Et nous avons trouvé en Afrique du Sud ces clients solvables et crédibles. Mais ça a été négocié. Et les Sud-Africains ont exigé pas un contrat, un traité. C'est-à-dire une loi supranationale. Et on a signé en octobre 2013 un traité avec les Sud-Africains qui leur donnait droit à prendre 2500 MW à l'époque sur 4800 MW. Nous nous sommes engagés à leur vendre ça. Et ils se sont engagés à acheter. Et ils ont exigé être actionnaires dans la société du projet Inga. Et ils ont ensuite, l'Afrique du Sud est aussi un grand consommateur d'énergie. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous les pays de l'Afrique australe. Tous les pays, voilà. Vous trouvez tout faire bien, monsieur le directeur de l'EDI. On estime entre 15 et 20 000 MW de déficit en Afrique australe. Et même Inga 3 ne suffira pas. Inga 3 et même Inga 4 ne suffira pas. C'est pour ça qu'eux aussi travaillent, ils produisent de l'énergie. Mais ce qui va nous différencier, c'est
la qualité de notre énergie, elle sera permanente, durable et propre. 2, elle sera la moins chère, pas seulement d'Afrique, mais du monde. Et l'Afrique du Sud est un partenaire avec nous. Mais d'autres acheteurs sont à la porte. Nous avons déjà signé un accord avec, un protocole d'accord avec l'Égypte. Bientôt, nous allons le faire avec la Guinée-Conakry et le Nigeria. Alors, il me reste encore quelques minutes, alors, donc nous allons repréciser une notion que là, je ne suis pas encore très satisfait. En ce qui concerne les étapes avant le lancement proprement dit des travaux, il y a les obligations de nous, les Congolais, et les obligations du consortium. Qu'est-ce qui doit être en fait concrétisé impérativement avant le lancement des travaux? Première obligation que nous avons, c'est la loi INGA. Ah oui, ça on en parlait, oui. Voilà. Deuxième obligation, puisqu'il s'agit des États, le secteur énergétique, on l'appelle le secteur stratégique. Ce sont les États qui vont se prononcer. Nous devons convenir avec les États acheteurs ou les États de sociétés acheteurs de l'énergie d'INGA. Nous devons conclure des accords commerciaux. Ça, c'est vraiment impératif et c'est urgent. Oui. Tout de suite, là, nous commençons à voyager partout, aller parler avec les ministres de l'énergie, les ministres du commerce, les ministres des affaires étrangères, tous pour qu'ils arrivent à accepter, à prendre notre produit. C'est ça les accords et les contrats commerciaux. Mais la mise en œuvre de ces contrats, l'exécution, les prix qu'ils vont discuter, ils vont les discuter avec la société concessionnaire. Mais sous notre regard vigilant. Parce que nous voulons que notre pays gagne aussi là-dedans. C'est pas, on ne donne pas comme ça. Ça va nous rapporter de l'argent. Nous devons diversifier notre économie, les sources de nos recettes en devises. On ne va pas seulement compter sur le cuivre, les mines et tout ça, sur le bois, mais aussi l'énergie. C'est ça la puissance énergétique. Et là, comme c'est de l'énergie propre et durable, compte tenu du caractère physique, naturel de notre fleuve, qui a un débit permanent, nous aurons de l'énergie de bonne qualité et de bas prix, et nous allons vendre pour que ça nous rapporte de l'argent. Et cet argent va servir à industrialiser notre pays, va servir à fournir de l'électricité aux populations pour améliorer leurs conditions de vie, va nous permettre de faire face à notre programme de développement. Mais alors, ces accords commerciaux, quand vous en parlez, vous envisagez principalement qui? Quel pays? Écoutez, aujourd'hui nous avons déjà l'Afrique du Sud, il y a un traité. Oui, ça c'est acquis. Ça c'est acquis. Ouais. Bon, vous savez, ce sont quand même des accords, et il faut, je vous ai dit, on va négocier avec la Guinée. La Guinée a signé avec la Chine. La Guinée l'avait déjà vers l'Afrique. Conakry, oui, mais ils ont signé avec la Chine un contrat important où la Chine va exploiter 40 millions de tonnes de bauxite. Ils n'ont pas d'énergie, ils n'en ont pas assez. Il faut que nous allions là-bas leur dire, voilà, nous avons la meilleure énergie ici et la moins chère. Il y a le Nigeria, il y a l'Égypte, mais pas seulement eux. Partout où vont passer ces lignes, ces pays vont en bénéficier aussi. Donc l'Afrique est organisée en elle-même un marché électrique, ce qu'on appelle le pôle énergétique d'Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, enfin le PAC en Afrique centrale, SAPP en Afrique australe, WAP en Afrique de l'Ouest, Comelec en Afrique du Nord et APP en Afrique de l'Est. Tous ces pôles-là constituent le marché énergétique africain. Leur vocation, c'est de s'interconnecter pour créer un marché africain, base de l'unité africaine, la vraie unité africaine, sur base de l'électricité qui ne demande ni visa ni autorisation pour aller d'un pays à l'autre. Et alors, les obligations du consortium? Les obligations du consortium, première obligation, du moins dans l'accord que nous avons signé, de nous présenter le projet commun, un projet unique de 11 050 MW. 2.
de se mettre ensemble. 3. De mobiliser le financement pour les études et pour l'exécution du projet. 4. Parce que nous aussi, nous devons nous protéger. Leur engagement doit demeurer tant que l'accord est encore en vie. Donc, ce sont des conditions, nous devons nous protéger parce que on a tout fait. Vous savez, nous sommes dans un mariage. Hein? Aujourd'hui, nous sommes au stade, ce que nous venons de faire là, ce n'est pas encore le débat. Si ma ça ma facture, tout ça, ma condition, ma facture. Celui qui dit, alors, de programmer mariage dans la commune, si ma token dans ensemble, c'est tout ça les fêtes, mariage et ça, c'est ça la concession sous Kango. Et au cas où, c'est une éventualité qu'il faut envisager, et au cas où une partie, en fait, se retirer du contrat. Hey! Mais vous allez dédommager. Hein? Et si c'est la République, si c'est le gouvernement qui ne parvient pas à honorer ses engagements. Parce que souvent ça arrive. Oui, ça arrive. Dieu merci. Nous avons fait en sorte que le gouvernement n'ait pas des engagements, surtout financiers. Comme aujourd'hui, nous sommes en train d'aller aux élections. Mais c'est ça le nœud du problème. C'est le nœud du problème. Et nous avons fait en sorte que nous n'ayons pas ces engagements. Je vous ai dit que ce qu'ils vont mettre comme financement pour les études complémentaires, il n'y aura pas de contrepartie du Congo. C'est ça qui est nouveau dans l'accord que nous venons de signer. C'est tout à fait nouveau. Vous ne réalisez pas ça, mais lisez les journaux du monde financier, business, tout ça. Vous le lisez, vous allez voir. Tout le monde s'étonne comment on en est arrivé là-bas. Mais nous ne dirons pas. Nous devons aussi garder notre... Voilà, M. Bruno, je crois que nous avons terminé cette émission. Mais alors, avant de nous séparer, comment voyez-vous l'avenir énergétique de ces pays? Qu'est-ce que vous demandez exactement à la population congolaise? L'avenir énergétique de notre pays est plus que jamais meilleur et en train d'être exécuté à partir de ce projet. D'autres projets sont là aussi. Parce que nous avons cet avenir, ce potentiel. Deuxièmement, nous avons celui qui a initié ce projet est là. Même ceux qui viendront, parce qu'il s'est déclaré déjà son temps, ils vont poursuivre cette vision de faire de la RDC une puissance énergétique et environnementale pour le mieux-être du peuple congolais, pour l'industrialisation de notre pays. Notre avenir est plus que meilleur par rapport aux autres pays. C'est vrai, nous avons les mines, nous avons les forêts, tout ça, mais l'énergie va nous apporter beaucoup plus d'avantages que tous les autres secteurs. Ici à la RTNC, il y a beaucoup de pasteurs. Ah, ouais, voilà. Si vous lisez Genèse 1, versets 1 et 2, vous verrez que Dieu qui a créé le monde a commencé par créer l'énergie, l'électricité. Hein? Il y avait des ténèbres qui étaient au-dessus des eaux, les ténèbres, et Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière, il appela les ténèbres nuit, il appela la lumière le jour. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Tout le reste est venu après, et l'homme est venu le dernier. Vous vous rendez compte? Très souvent, nous ignorons ça. Les pasteurs n'enseignent pas ça. Ils devaient enseigner ça dans les églises. L'énergie, c'est la base du développement. Dieu lui-même est lumière. Et quand il a dit, faisons l'homme à notre image, c'est faire l'homme comme lumière, être éclairé et profiter de cette lumière pour mieux vivre. Et c'est ça, la vision. Voilà, merci beaucoup, M. Bruno Kapandi. Je rappelle que vous êtes chargé de mission du président de la République. Nous ne pouvons que souhaiter longue vie et soutenir le grand projet, Grand Inga.
Merci madame et merci messieurs de nous avoir suivis. Vos questions seront les bienvenues. Et monsieur Bruno est disposé à venir et apporter une fois de plus toute la lumière qu'il vous faudra pour mieux comprendre ces grands projets, au fait qui nécessitent la mobilisation de tout le monde dans ces pays. Merci de nous avoir suivis. Avant de vous remercier et de terminer aussi, je voudrais que le peuple congolais sache que le projet INGA et le programme Grand INGA, c'est son projet. Il faut qu'il le défende. Il doit faire la promotion. Pas l'attaquer, pas défendre. Ce n'est pas le projet d'une personne. C'est du peuple congolais. C'est pour lui. Il doit s'en approprier. Il doit prendre conscience de cela. Les autres Africains que nous rencontrons partout s'étonnent de voir que c'est les Congolais qui critiquent, qui combattent leur propre projet. C'est vraiment, je dirais, soyons positifs. Maintenant, avec les explications que nous venons de donner, je pense que les Congolais vont soutenir, vont s'approprier de ce projet et nous allons aller de l'avant et bâtir notre pays plus beau qu'avant. Merci beaucoup, monsieur Bruno. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.